Il est 19h50 à Salokonab Iradam dans l'Adamawa du Cameroun. Bienvenue au journal. Les titres à la une de cette édition. 2 corps sans vie retrouvés cette semaine à Edéa, une jeune fille et un sexagénaire retrouvés à quelques jours d'intervalle. Les découvertes macabres ont plongé les habitants du département de la Sanaga-Maritime dans l'inquiétude et la frayeur. La ville de Mbanga dans la région du littoral est plongée dans l'obscurité depuis 2 semaines. Des poteaux électriques renversés menacent la sécurité de la population. Une population qui vit difficilement ses nuits et qui accuse le gouvernement. Alors qu'à Douala, autre ville de la région, les habitants du quartier Noubel s'inquiètent de la dégradation avancée des poteaux électriques. Leurs nombreuses requêtes auprès de la société en charge de l'énergie électrique n'ont toujours pas abouti. La page consacrée à la célébration de la fête de l'unité nationale nous fera vivre les temps forts de la dernière grande répétition à Douala et à Yaoundé, des défilés grandeur nature qui annoncent les couleurs et sonorités de la célébration du 20 mai prochain, pendant que des comités de vigilance sont installés dans 20 villages de l'arrondissement de Ngangha dans l'Adamawa, activité en prélude à la grande célébration de dimanche. Vous aurez également dans ce journal la chronique qui nous parlera des hockey de l'unité nationale. Et puis, éliminatoire CAN U20 Niger 2019, le Cameroun sera présent au dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U20 Niger 2019. Les Lions juniors se sont défaits difficilement de l'Ouganda ce vendredi au stade Omnisport Amadou Ahidjo. Ils ont dû passer par la séance de tir au but pour sortir du traquenard ougandais. Voilà pour la une de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. La ville d'Edéa, secouée par la découverte de 2 corps sans vie. Le premier, celui d'une jeune fille retrouvée dans la rivière Bouy, traversant le département de la Sanaga-Maritime. Le second, celui d'un sexagénaire très malade depuis plusieurs années. Des découvertes macabres que n'expliquent toujours pas les différentes familles. Les faits rapportés par Robert Charlitok. C'est sous ce vieux pont traversant la rivière Bouy que le corps sans vie de la petite Colette Christine Gomme, âgée de 18 ans, a été retrouvé dans l'eau. Nous sommes à Edéa dans la Sanaga-Maritime, ce lieu réputé très dangereux parce qu'infesté de fumeurs de chanvre vient de marquer un point de plus dans sa triste réputation. Sur les lieux, la mère est inconsolable, le père quant à lui relate les derniers moments passés avec l'enfant. Il manque qu'une minute, l'enfant s'est mis à pleurer. Et là où je descends, je cours pour la possible que rentre prendre l'enfant. L'enfant a été réveillé et dort. Quand on revient, on ne trouve pas. Et depuis la nuit, on a marché, on allait à la brigade, on allait au commissariat, on a faufilé partout, on a traversé cette rivière, on a marché, on a contourné partout, tout ce quartier, on a contourné partout la nuit. Alertés, les autorités administratives et judiciaires sont descendues sur les lieux. La mort par noyade est le genre de mort constaté après avis du médecin légiste. Alors qu'on prépare l'inhumation de la petite Colette Christine, le corps de Bayem Djei est découvert dans son domicile au quartier Bonami Kengi. Après 4 années de souffrance dues à un AVC, le corps sans vie de ce sexagénaire a été découvert par un membre de sa famille, sans doute allé lui rendre visite. Nous espérons que son âme va reposer en paix et qu'il aille se reposer. Ça s'appelle comment? Monsieur Ndjei, Âgé? Monsieur Baheng Ndjei, oui, âgé de plus de 60 ans. Oui, il est sur En attendant les obsèques, le corps a été transporté vers la morgue la plus proche.
littoral est plongé dans le noir depuis 2 semaines. Des poteaux électriques sont renversés. La population peine à vivre sans électricité. Une population qui accuse le gouvernement. Il y a urgence de retirer les poteaux défectueux dans la ville de Mbanga. Le récit de Junior Ossin et de Luciano Djakou. Le manque à gagner est énorme. On est vraiment dépassé. Et la situation s'aggrave au jour le jour. Situation très grave. Hélas, jusqu'ici rien n'a changé à Mbanga. La ville est sans énergie électrique depuis plusieurs semaines. Les populations sont aux abois car tous les secteurs d'activité sont presque au ralenti. Ça pénalise le peuple, ça pénalise les gens de quartier, ça pénalise l'allocation, les allocateurs de Mbanga. Franchement, je ne sais pas si le Cameroun, si le président de la République, il regarde le problème de l'énergie au Cameroun. Nous souffrons entièrement. On paie la facture, on ne peut pas utiliser, on vient couper, on vient faire ceci, on est dérangé, on dort dans les moustiques, on n'a pas les choses glacées dans le congélateur. Ça nous met toujours hors d'usage. Par conséquent, je ne sais pas dans le rôle du gouvernement de mon pays. L'absence d'énergie électrique n'est presque pas un hasard ici. Des poteaux électriques sont défectueux, certains poteaux menacent de tomber et d'autres le sont déjà. Sur les routes de Mbanga, traînent des câbles électriques, véritable menace à la vie humaine. Dans les quartiers 1, 2, 3, 4 et 15 de la ville de Mbanga, l'absence d'énergie électrique a finalement décidé de cohabiter avec les populations qui grognent sans cesse face à cette voisine menaçante. Autre lieu, même problème, des poteaux électriques en état de dégradation menacent la sécurité des habitants du quartier New Bell à Douala. 4 ans que dure le calvaire, l'inquiétude est croissante. Les habitants affirment avoir multiplié des requêtes auprès de l'entreprise en charge de l'énergie électrique. Les détails sont signés Monique Naoussi-Fosso et Joseph Wapon. 2 poteaux dégradés, l'un est soutenu par un bâton et l'autre suspendu à l'air libre. Nous sommes au quartier Nubel Douala, rue Bassogok, à Ngangé. Sous ces poteaux, des enfants jouent en toute innocence, frôlant quotidiennement le risque de se faire électrocuter. Les dégâts de ce poteau, vraiment, on ne peut même pas vous expliquer, parce que c'est énorme. Et pendant que nous avons ces dégâts-là, on ne fait que faire des requêtes à Eneo. On fait des requêtes à Eneo. On dépose la requête à Eneo de New Bell. On dépose la requête à Eneo de Bonanjo. Récemment, on nous a dit déposer à Avenue de Gaulle. On a déposé. On n'a pas de suite. Ils ne viennent même pas guetter pour nous flatter. Hein? On ne sait pas. Par rapport à ce poteau, nous sommes vraiment dépassés. Ici, les délestages sont légion. Au moindre coup de vent, l'on assiste à la production des étincelles et à la déconnexion des câbles électriques. Il s'ensuit des jours et des nuits sans électricité. Parfois, une semaine sans lumière. Nous faisons appel à Néo. Néo ne réagit pas. Plusieurs fois, il ne réagit pas. Et nous sommes obligés de faire une solidarité au quartier pour pouvoir appeler un électricien pour qu'il puisse nous dépanner. Selon les habitants, cela fait déjà 4 ans que ces poteaux sont dans cet état. Les poteaux, les transformateurs, les compteurs sont la propriété de Néo. Alors, lorsque ces équipements sont défectueux, Néo, qui est propriétaire de ces équipements, a l'obligation de les changer. Étant entendu également que Néo a envers la population un devoir de sécurité, donc lorsque ces éléments-là sont défectueux, Néo a l'obligation de les changer. Compte tenu de l'arrivée de la saison des pluies, avec des orages, il est urgent de remplacer ces poteaux afin d'éviter l'irréparable. C'est au bloc 5, rue Bassogok, 2e couloir droit, à Ngangé. Ouvrant la page consacrée à la célébration de la fête nationale de l'unité, à 2 jours de la célébration, civils et militaires ont effectué les derniers réglages. Un défilé en grandeur nature s'est déroulé à la place de l'abbé Seke à Douala à ce 18 mai. L'avant-goût du 20 mai 2018 présenté en quelques clichés par Jean-Christian Akam et Stéphane Binac. Voici comment il va se présenter à quelques différences près le défilé du 20 mai 2018, place de la BCK. 20 carrés de 85 éléments dans un pas alerte, c'est le couronnement de plusieurs semaines d'entraînement.
Malgré ces niveaux de prestations, le général Sali Mohamedou, son homologue de la gendarmerie et le délégué régional de la Sûreté nationale pour le littoral tiennent chacun à son tour à donner une dernière recommandation aux troupes. C'est plus ou moins correct. Si c'est ça qu'on va présenter le 20 mai, il y a encore quelque chose à refaire. Mais le véritable problème, nous l'avons relevé lors du défilé motorisé. Il faut que les chauffeurs soient briefés. Il n'est pas question pour eux de s'asseoir, pour chacun de s'asseoir dans son véhicule et d'avancer à son rythme. On a comme l'impression que ce n'est que le défilé à pied qui doit être régulé. Je dis non. Le défilé motorisé doit également être régulé. Vraiment, on a l'impression que c'est le quartier. Il ne doit pas s'agir on ne doit pas dire silence des ordres. La police, alors, je ne sais pas à quel schéma obéit même son défilé motorisé. Quant au défilé civil, les écoles de plusieurs niveaux d'enseignement, les associations et les partis politiques ont aussi révisé leur pas afin d'être prêts le jour J. Rendons-nous du côté de Yaoundé, allons retrouver Ghislain Kanga. Bonsoir Ghislain, vous nous parlez des derniers réglages du 20 mai à Yaoundé. Bonsoir à tous. Dernière ligne droite avant le grand défilé de la fête nationale de l'unité. Les pas et la cadence ont été passés en revue ce vendredi lors des répétitions générales. L'alignement, les écarts entre les colonnes et le torse bombé, tout a été minutieusement observé pour une prestation parfaite lors du passage devant le chef de l'État dimanche prochain. Brand Kamga et Serge Alain Ziebou ont suivi ces répétitions au boulevard du 20 mai. Voici le reportage. Le 20 mai 2018, on s'y croirait déjà que non, ce sera avec le président de la République en personne et non son pasticheur. Ça se comprend, nous sommes en répétition générale. Pour le reste, il y aura quelques corrections, mais ce 18 mai, l'ensemble du dispositif du défilé preste avant l'ultime passage, dimanche prochain. L'armée de lait ouvre le bal avec ses appareils dont son célèbre C-130, suivi des troupes à pied. Honneur au détachement des forces armées nigérianes venues célébrer le vivre ensemble avec le Cameroun à Yaoundé. Le défilé pédestre fait aussi la part belle à la garde présidentielle, à l'école militaire interarmée, la gendarmerie nationale, le bataillon d'intervention rapide le BIR, les sapeurs-pompiers, les anciens combattants, la police. Le défilé motorisé est un grand moment de démonstration avec les équipements de pointe de l'armée camerounaise jusqu'à la marine nationale. Le général de corps d'armée René Claude Meka, chef d'état-major des armées, peut alors donner les dernières consignes avant le grand jour. La première marque à partir de laquelle on salue en entrant devant la tribune présidentielle jusqu'à notre marque de fin de salut. Il faut respecter ces distances parce que le défilé ne dure que 1 heure. C'est-à-dire partie motorisée 30 minutes, partie motorisée 30 minutes. Là, c'est pour le défilé militaire. La deuxième partie réservée aux civils devrait également durer 1 heure avec la sectorielle du primaire, du secondaire, l'enseignement normal, l'enseignement professionnel, le supérieur et les 9 partis politiques présents dans les 2 chambres du Parlement camerounais. Des répétitions générales devant les membres du gouvernement, dont le directeur du cabinet civil de la présidence de la République Samuel Mvondo Ayolo et le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo. Le défilé de la 46e fête nationale de l'unité promet du beau dimanche prochain au boulevard du 20 mai à Yaoundé et sur l'ensemble du territoire national camerounais.
Le Septentrion et l'Est seront également concernés par cette 46e édition de la Fête nationale de l'unité, des régions touchées par les attaques de la secte islamiste Boko Haram et la crise centrafricaine. Et le gouvernement camerounais veut améliorer les conditions de vie de ces populations. La directrice de la Banque mondiale a été reçue en audience par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire ce vendredi à Yaoundé. Il est également question de discuter sur la stratégie pour le relèvement et la consolidation de la paix. Delphine Foncoutene, Samuel Bonis. La lutte contre la secte terroriste Boko Haram et la guerre interne en République centrafricaine ont sévèrement fragilisé la paix au Cameroun. Il s'agit précisément des régions de l'extrême nord, du nord, de la Damawa et de l'est. Les populations de plus en plus vulnérables souffrent de l'insécurité alimentaire, la malnutrition et les épidémies entre autres. Pour améliorer les conditions de vie de ces populations, le gouvernement camerounais mise sur une stratégie. Il est question de renforcer la décentralisation, le développement local. Il est question de renforcer l'allocation des ressources aux communautés qui bénéficient de ces ressources pour réaliser les plans de développement économique et social. Il est important aussi d'améliorer le climat des affaires, de développer des infrastructures pour que, après l'éducation, après, bien entendu, la formation, que ces populations puissent avoir une activité économique viable, solide, génératrice de revenus. Le temps de l'audience accordée ce 18 mai à la directrice des opérations de la Banque mondiale, accompagnée de l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne et la coordinatrice du système des Nations Unies au Cameroun, le ministre Alamine Ousmane Mey de l'économie échange avec ses hôtes sur la stratégie pour le relèvement et la consolidation de la paix dans les régions septentrionales et de l'Est Cameroun. La jeunesse dans ces régions est exposée à des risques, à un discours de ceux qui veulent recruter des jeunes de nouveaux terroristes. Et je crois que c'est là il est important de proposer un discours qui peut contrecarrer ces risques d'être recrutés, d'être intéressés par ces activités néfastes. Cette stratégie sur la période 2018-2022 permettra de développer des projets durables dans 4 régions du Cameroun. Ils pensent à une stratégie qui permettra de sortir l'Africain de la pauvreté. Les philosophes du Cameroun veulent apporter une contribution réelle au développement de l'homme en pensée et en action. Ils étaient réunis hier à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé. Toute une journée d'études sur l'humain avec pour finalité de voir l'Africain sortir de la misère tout en gardant son humanité. Brand Kamga et Lune Banda pour les détails. Certains ont toujours considéré les philosophes comme des fous, entre guillemets. Voici que les penseurs descendent des nuées. À l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé-Colbison, une journée d'études sur l'humain est organisée ce 17 mai 2018. Partie d'un constat. L'homme a de la peine à comprendre d'où il vient, où il est et vers où il va. Alors la philosophie s'est donnée pour, et d'ailleurs c'est sa vocation, de recentrer l'homme sur sa finalité. Il en a bien une. Un homme sans finalité est un homme errant. Des hommes errants, il y en a partout dans le monde et surtout en Afrique, où les matières grises tombées sous le charme de gros contrats s'exilent en Occident, à de fins transhumanistes. Le plus important réside dans des prises de position fermes, dans la protection de nos matières grises, de la jeunesse capable, pour organiser. Moi, j'ai suivi l'autre jour, on parlait de la Silicon Valley, du Cameroun, à Bouya. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on a disposé quelques ordinateurs, il y a des startups, etc. C'est pas ça. Il faut prendre le problème de manière complète et envisager un programme qui permet vraiment de dire, ici aussi au Cameroun, même s'il y a encore la tradition qui pèse, qui nous tire vers le bas, que nous devons entrer dans même si c'est le dernier wagon du train mondial, qu'on y entre. Science sans conscience n'étant que ruine de l'âme selon Rabelais, il faut poser le problème même de la pensée africaine. Il est intéressant que nous revenions au concept même de philosophie africaine, dans ce sens que nous ne pouvons pas nier cette réalité de la philosophie sur le continent africain. Et nous voulons apporter une réponse philosophique qui essaye de montrer que être homme
justement, c'est vivre à travers une certaine réalité qui édifie l'homme, des valeurs de justice, des valeurs de paix. C'est la contribution du Centre de recherche africaine et questions interculturelles de la faculté de philosophie de l'UCAC sur le thème de l'humanisme vu d'Afrique vers un nouvel humanisme. Dans 5 jours, le Cameroun va se joindre à la célébration de la Journée mondiale de la biodiversité. Une occasion de sensibiliser le grand public et d'apporter des réponses à ces questions sur la diversité biologique. En prélude à cet événement, la délégation régionale du centre du ministère de l'Environnement a initié le planting de 200 arbres dans la ville de Dobala pour préserver la nature. Karim Zatachouya et Lung Vando. 200 plants d'arbres d'espèces variées plantés ici à l'évêché du diocèse d'Obala dans le département de la Léquire, région du centre. L'opération Reboiser pour préserver la biodiversité à tout prix est officiellement lancée par le sous-préfet de cet arrondissement. L'arbre nous sert d'ombrage, l'arbre sert à lutter contre le vent fort. L'arbre également contribue à la séquestration du CO2. Avec la plantation de ces arbres, nous contribuons également à la lutte contre les changements climatiques. Le choix du temple de Dieu pour le planting d'arbres en prélude à la 25e journée mondiale de la biodiversité qui sera célébrée le 22 mai prochain n'est pas anodin. Pour l'Église, sous l'impulsion du pape François, qui nous parle de notre village planétaire qui nous est confié par Dieu, nous avons le devoir de le préserver, de continuer l'œuvre de Dieu. Donc c'est un engagement de chrétien. L'implication de l'Église est donc importante à plus d'un titre, celle de la jeunesse aussi. Vous savez, les jeunes constituent le Cameroun de demain. Et si nous voulons préserver la biodiversité aujourd'hui, c'est pour qu'eux aussi en bénéficient dans les jours à venir. En plus de la sensibilisation, il est temps de passer à l'action pour éradiquer les actes que pose l'homme qui détruisent la richesse des espèces végétales et animales dans notre pays. Chacun à son niveau se mobilise pour agir en vue de préserver la biodiversité. Une activité organisée par la délégation régionale du centre du ministère en charge de l'environnement. Dans la page découverte, cap vers la ville historique d'Istanbul, où civilisation ancienne et modernité se côtoient allègrement. Aujourd'hui, 4 sites majeurs de l'ancienne Constantinople, dont le carnet de route de nos reporters Rodrigue Tonguet et Colin Stayou. Voici la principale porte d'entrée en Turquie, l'aéroport international Atatürk d'Istanbul, l'une des 3 places aéroportuaires de cette seule ville. Toutes les 4 minutes, décolle d'ici un avion, et majoritairement ceux de Turkish Airlines, dans une seule journée. Autre lieu de curiosité de cette cité de 25 millions d'habitants, le centre d'entraînement des opérations aériennes, une propriété de Turkish Airlines, fleuron mondial du transport aérien. Bienvenue ici au centre d'instruction du personnel navigant de Turkish Airlines ici à Istanbul. Nous allons voir comment se passent les méthodes de sécurité pour les pilotes, pour les hôtesses et les stewards. C'est le lieu par excellence de la responsabilité sociétale et sociale de l'entreprise. Un centre qui forme et recycle des pilotes et hôtesses de l'air venus du monde entier avec un accent sur la sécurité en ces moments où le terrorisme fait des malheurs. Et voici la place Sultan Ahmed, lieu de culte, lieu d'histoire, où se recueillent des dizaines de milliers de personnes par jour. Cette place exalte l'effort de construction du Sultan Ahmed, le père de la première armée turque, créée 500 ans environ après Jésus-Christ. Et surtout, un lieu d'écuménisme où mosquées et chapelles se côtoient. Son évocation parfaite sont ces images incrustées de la Vierge et du Christ sous un dôme. Tout près de ces lieux de culte, le fameux hippodrome de Constantinople, dans l'Empire ottoman. C'est ici que se déroulaient non seulement des courses de chevaux, mais aussi des combats de gladiateurs, suivant une tradition romaine importée, la fameuse arène. Un peu plus contemporaine, la place Taskine, mémoire de la proclamation de la République, sous l'égide d'un certain Atatürk, dont l'image surplombe la place. Le père de la Turquie moderne est un modèle de leadership pour les millions de Turcs et d'étrangers qui arrivent ici, en majorité via des vols Turkish Airlines.
est tout près, un cliché de l'émancipation des Turcs, le déploiement et la chaleur des supporters du principal club de football de la ville, Galatasaray, avant un match d'avant-dernière journée de championnat. En sport, justement, les Lions indomptables juniors sont qualifiés pour le 3e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie qui se jouera au Niger en 2019. Battus à l'aller 1-0, les bébés Lions ont difficilement dominé cet après-midi l'Ouganda 1-0 avant de remporter l'épreuve des tirs au but au stade omnisport de Yaoundé. Les temps forts de cette rencontre avec Marc Chouamau et Francis Kepnan. C'est dans le dur que le Cameroun a obtenu donc son ticket qualificatif pour le 3e et dernier tour. La liesse populaire est bien et bien visible. Le Cameroun a souffert, mais finalement, on arrache cette place qualificative devant l'Ouganda. Avant ces images de joie, le public camerounais a dû passer par tous les instants pendant toutes les 90 minutes. Dominateur en première période, malgré les absences de Ganago et Sali, les Lions juniors ne vont pas surprendre une équipe ougandaise bien regroupée derrière et qui tient à conserver son but d'avance. Le public s'impatiente par la suite. 66e minute, Tadeusz Keng est fauché dans la surface de réparation. L'attaquant, pensionnaire de l'école de football des Brasseries du Cameroun, se charge lui-même de transformer. 1-0. Une égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs. Arrive alors la fatidique séance des tirs au but. Les premiers tireurs sont tous adroits. Le 4e tireur ougandais, Paul Willa, s'avance. Moment choisi par Christophe Asimba pour effectuer un miracle comme son père jadis. Tadeusz Keng n'a plus qu'à envoyer son équipe aux anges. It was difficult. Just that we need so much of concentration. So we play as we train. Nothing extra. Il fallait s'y attendre. Je pense que l'essentiel là c'est la qualification. Au début c'était pas joué. Cette équipe est à son véritable premier match officiel. C'est une équipe qui n'existait pas, il fallait la reconstruire. C'est le 2e match officiel que nous jouons, que ces enfants jouent ensemble. Il y en a qui sont là depuis simplement 5 jours. Les Lions juniors affronteront au dernier tour le vainqueur de la confrontation Tanzanie-Mali. Dans moins d'un mois, le Cameroun sera dans une posture pour une place à la phase finale de la CAN U20 au Niger. Marc Chouamau, Franck ébéniste au stade omnisport de Yaoundé. À l'étranger, exit la session du Parlement panafricain qui s'est tenue à Midrand depuis 3 semaines, des résolutions jusqu'aux recommandations, en passant par les élections du bureau. La 6e session de la 4e législature n'a pas manqué d'intérêt. Esquisse de bilan avec Ghislain Périssonneau, envoyé spécial en Afrique du Sud. À propos de l'immigration, l'Europe l'avait choisi vis-à-vis du continent africain, mais les représentants des peuples de ce continent demandent désormais le paiement des contreparties à l'Europe. C'est là l'une des résolutions prises par le Parlement panafricain en ce jour de clôture de la 6e session ordinaire de la 4e législature. Parallèlement, les députés africains se sont résolus à protéger les droits de l'albinos, étant entendu que 600 meurtres sont commis dans 27 pays africains par an du fait de la discrimination négative. Sur la corruption, la session a recommandé aux États de légiférer pour protéger les dénonciateurs du fléau, et même qu'il faut encourager le journalisme d'enquête sur le continent africain. Puisqu'on veut bannir les sanctions contre les journalistes qui diffament, il y a eu d'autres sujets, plusieurs sujets, et nous avons eu les élections. Je peux dire que dans l'ensemble, les choses sont bien passées. Nous avons aussi parlé de la COP, puisque ça nous intéresse au plus grand niveau dans la mesure où notre climat est en train de changer, notamment nous en Afrique centrale. Les changements climatiques sont aussi passés par là, au rang des réponses aux aspirations africaines que les députés proposent. Et il faut aussi savoir que d'ici à 6 mois, devrait voir le jour avec l'onction du Parlement panafricain le passeport africain, ce qui donnerait corps à cet accord passé le 21 mars dernier à Kigali au Rwanda sur une zone de libre-échange continentale. Des résolutions également dans le domaine du tourisme, dans le domaine de la zone de libre-échange continentale,
pour que les députés ici présents continuent à faire le plaidoyer au niveau des parlements nationaux pour que les États membres ratifient le plus vite que possible l'accord de libre-échange continental. Des activités réglementaires qui n'ont pas fait oublier l'élection électrique qui devait renouveler le bureau du Parlement. La nouvelle équipe conduite par Roger Kododan entend déjà réformer l'institution. Le plus dur est maintenant de travailler pour pouvoir pousser l'agenda du Parlement panafricain. La session qui se termine aujourd'hui a eu à prendre beaucoup de résolutions et de recommandations. Ces recommandations devront figurer dans le rapport d'activité que je vais présenter au sommet des chefs d'État en Mauritanie au mois de juillet. Les réflexions sur cette mutation, comme les autres, se poursuivront dès le début du mois d'octobre prochain. Ce sera à Kigali, au Rwanda. Et poursuivons ce journal à Douala avec vous, Adja Mayramou. Bonsoir. Merci Alain Gislain Kanga. La suite, c'est dans l'actualité en région camerounaise. L'insécurité préoccupe l'autorité et les habitants de l'arrondissement de Ngangha dans l'Adamawa. La célébration de la fête nationale de l'unité, c'est dans moins de 48 heures. Entre autres activités en prélude au 20 mai figurent la formation et l'installation des comités de vigilance dans 20 villages. Une action très saluée par les habitants. C'est ce que nous montrent Eric Nguele et Abdelaziz Dewa. Au centre de la prière de ce vendredi, à Mbanfoulbé, l'insécurité. Elle a atteint des proportions inquiétantes dans l'arrondissement de Ngangha. Les ravisseurs viennent dans la rue prendre les gens, aller, on est embrouillé, déranger les enfants, les troupeaux, les champs. À la sortie de la mosquée, les riverains avaient tous rendez-vous à la chefferie où le sous-préfet a initié une formation à l'endroit des comités de vigilance. Il s'agit d'un contingent de 140 hommes appartenant à 20 villages. Il m'a été donné de constater que les phénomènes récurrents d'enlèvement de personnes contribuant de rançon, de vol de bétail, de vol cambriolage domiciliaire, d'agression sont devenus la main courante de l'arrondissement de Ngangha. Il y a des villages qui ont été dévastés de peur de représailles. Et l'autorité ne peut pas être insensible. C'est à ce titre donc que j'ai initié cette formation du comité de vigilance de mon arrondissement. L'expertise est locale. Les prises d'otages, les coupeurs de route, c'est ça les infractions militaires. Le commandant de brigade, le commissaire spécial, le commandant du détachement du Bir et celui du bataillon d'infanterie motorisé. La collaboration et le renseignement prévisionnel sont les clés du succès dans l'optique de l'éradication du phénomène de prise d'otages avec demande de rançon. On va prendre la mesure dans les enquêtes. Et dès qu'on voit par exemple une personne qu'on ne le connaisse même pas, on l'approche de la personne pour prendre les informations sur lui, pour envoyer à la hiérarchie. Aussi, des kits de matériel de travail ont-ils été remis à chaque unité villageoise constituée d'équipements d'identification et d'alerte. Que nous dit Jacques Dobel ce soir dans sa chronique? Il parle des hoquets de l'unité nationale. Le Cameroun a traversé des crises à répétition depuis le milieu des années 50. La lutte pour l'indépendance, le putsch d'avril 84, l'avènement de la démocratie et les émeutes de février 2008. Toutes ces crises ne sont pas parvenues à fragiliser son unité, mais la crise anglophone met à mal cette unité tant chère aux Camerounais. Ce soir, comme tous les vendredis, Jacques Dobel nous dit que les Camerounais sont attachés aux valeurs d'unité malgré les velléités de division. C'est la chronique de Jacques Dobel, lue par Yvonne Katinken. Les régions camerounaises du sud-ouest et du nord-ouest, d'expression anglaise, traversent depuis octobre 2016 une des crises majeures de notre pays. Depuis son accession à la souveraineté internationale et sa réunification en octobre 1961, le pays a connu la lutte de l'indépendance. Celle-ci a fortement endeuillé les régions actuelles de l'Ouest, du littoral et du centre. Il y a eu le coup d'État manqué d'avril 84, dont certaines familles souffrent encore des stigmates. Les fortes secousses de la démocratisation de 89 à 1992, avec les villes mortes, puis les émeutes de la fin de février 2008, sont passées par là. Les dernières escarmouches de la guerre de Boko Haram se font encore entendre à l'extrême nord du pays.
Chacune de ces phases douloureuses a fait des morts, des dégâts matériels, sans jamais remettre fondamentalement en cause l'unité nationale. Mais la crise anglophone, qui a éclaté en octobre 2016, a pris la tournure d'une véritable guerre civile, avec des morts tant dans les rangs des forces de défense, des insurgés, que de la population civile, provoquant l'exode des réfugiés vers le Nigeria voisin et des déplacés internes en direction des régions de l'Ouest et du littoral. Ajouté à ces déchirures, des biens publics et privés incendiés et détruits. C'est dans ce contexte de feu et de sang que se célèbre ce dimanche la 46e édition de la Fête nationale de l'unité, avec pour thème « Citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère ». Le gouvernement ne pouvait retenir meilleur choix. Toutefois, dans leur immense majorité, les Camerounais aiment et si bien leur pays qu'ils ne sauraient souffrir de le voir divisé, donc se voir séparé. Le nationalisme camerounais est réputé inébranlable. Dans les moments les plus tumultueux, les Camerounais savent se ressaisir et ne pas traverser la ligne rouge. Il n'est cependant pas moins vrai que les hommes politiques et de plus en plus certains médias, pour se maintenir au pouvoir, se positionner ou glaner des prébendes, actionnent les cordes ethniques. La crise anglophone et l'élection présidentielle en gestation donnent lieu à des sorties et des déclarations qui font frémir. On s'interroge bien sur les motivations réelles et profondes des auteurs de ces occasions ou fanfaronnades. Au-delà de nos diversités, le seul défi à relever aujourd'hui, c'est de faire de nos 250 micro-nationalités, trivialement appelées tribus, une nation solide, stable, indivisible et prospère, avec les souhaits ardents de Canal 2 International. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.